Salut YouTube, c'est Darix pour la troisième partie et demie de notre thème sur l'OPEX. En fait, j'ai un petit souci, c'est que je me souviens plus exactement des cours sur la mission qu'on voit. Je suis en train d'essayer de la récupérer par des mecs d'actifs. Donc si quelqu'un les a sous la main, merci de me les envoyer. Donc je vais pas pouvoir faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire des plans détaillés avec du paint et compagnie pour vous montrer un petit peu quelles sont les différentes procédures. Je me souviens vaguement qu'il y avait trois ou quatre procédures à respecter qui dépendaient de la situation, c'est-à-dire que soit on est simplement sous le feu et on accélère, on s'arrête pas, soit on a un véhicule qui est détruit ou immobilisé avec des pertes et donc il y a un comportement particulier à avoir, et ainsi de suite. Donc voilà, je me souviens plus trop de tout ça effectivement. Je pensais que j'allais facilement trouver des sources sur internet, mais j'ai pas été capable de trouver le matériel pour y parvenir. Donc j'ai simplement donné un simple point de souvenir de ce qu'a été la formation, parce que bon, le principe de la vidéo c'était aussi de rebondir sur le côté préparation pré-OPEX, pour vous donner une idée un petit peu en termes de mission commune à laquelle on se prépare en tant que soldat avant de partir en OPEX, quels étaient les enjeux sur lesquels on se faisait train. Bon, voilà, ça coupe la vidéo en deux. Je ferai ça en partie annexe ou tierce le moment venu. Et la partie sur la vidéo sur la réserve arrivera beaucoup plus tard. Parce que j'ai déjà récolté les témoignages, mais il faut que je vois sous quel format je vais le faire. Si simplement je lis les témoignages des gens, ou si je fais un condensé, puis je raconte une histoire complète en partant de là. Bref. Donc, désolé, hein, en plus, comme vous le savez, c'est toujours un petit peu la merde niveau situation géographique et immobilière, on va dire. Toujours pas trouvé ma nouvelle baraque, donc je commence un peu à avoir des délais serrés et j'ai pas forcément le temps de travailler sur des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Je suis plus occupé à visiter des maisons et des appartements à la chaîne. D'ailleurs, si quelqu'un à une demi-heure de Nantes loue une maison à moins de 500 balles par mois, ça peut m'intéresser potentiellement, mais ça c'est un autre sujet. N'hésitez pas à m'MP quand même au cas où vous auriez des pistes, ça m'intéresse. Bref, donc quoi qu'il en soit, je vais simplement vous retranscrire donc ce qu'était la préparation que j'ai faite avant de partir en OPEX. Donc il y a eu la préparation technique pour nous, les transmetteurs, hein, où on a fait en gros une mise en place d'un poste de commandement avec déploiement de matériel informatique, radio, satellitaire et tutti quanti, qui d'ailleurs s'est très mal passé parce que rien ne marchait à la fin, donc on avait un bilan confiance sur l'aspect technique qui était proche de zéro, et au final on n'a pas pu driller les points qui vont être les plus importants pour nous quand on sera en OPEX. Au final ça nous aura pas beaucoup avancé, ça a été beaucoup de survol et d'attente inutile, mais ça je pense qu'on peut imputer ça à l'état de ma compagnie, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit tout le temps pareil. Enfin, après, il faut voir, parce que bon, le régiment qui nous a relevé avait l'air d'être assez OP. Le régiment qu'on a relevé puait par contre pas mal la mer. En tout cas, ils nous ont laissé un sacré tas de bouse quand on a repris. Et bon, ça, on s'en fout. On va rester donc sur l'aspect, les 15 jours que j'ai passé en gros hein, au camp de Valdaon pour préparer l'OPEX dans l'aspect que je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 2, hein, l'aspect commun aux missions des combattants. Dans ce sens-là, aux combattants en général, hein, pas aux spécifiques infanterie, sachant que c'était très concentré sur le convoi et son déroulement. Donc très simplement, hein, pendant 15 jours, on va recevoir un cours déjà, enfin des cours divers et variés. Donc la partie PSC1, donc simplement le soin aux personnes en détresse physique comme on l'a dans le civil. La partie SC1, là, le secourisme au combat, pour savoir se soigner et soigner les autres en situation de combat, hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque spécificité, sinon la vidéo va être longue et je pense que vous avez largement les sources sur internet en tapant tout simplement SC1 ou PSC1 sur internet. Et il y avait aussi bien entendu l'aspect culturel, on va dire, où on présentait un petit peu dans quel pays vous alliez, alors très sommairement, hein, puis surtout quel armement vous allez être susceptible de rencontrer, quelle était la menace principale. Alors là, en l'occurrence, là-bas, en Centrafrique, c'était surtout tout ce qui était matériel chinois d'export, qui était récupéré par des marchés parallèles, donc à savoir des petites grenades à main et compagnie. Et ce qui est assez marrant, c'est que d'ailleurs une partie de ce matériel était français et daté un petit peu, hein, il me semble des années 70-60, et qui avait transité d'un pays à l'autre avant de revenir sur son point final, celui où on était censé le rencontrer. Donc on a une préparation un peu physique, on fait des marches, etc. Et puis on a des missions à l'échelle de la section où les chefs de section s'entraînent un petit peu à gérer leur section au combat pro-terre, entre guillemets. Donc pro-terre, c'est vraiment le basique du basique du combat, avec bien entendu l'aspect convoyage. Donc moi, pour parler un petit peu de l'aspect convoyage, hein, de ce dont je me souviens, c'est qu'en gros, il y avait des procédures à tenir qui étaient calquées sur les procédures qu'avaient émises les armées américaines
pendant leur passage en Afghanistan, où ils avaient un peu redécouvert tout ça, bien malgré eux. Et donc, globalement, le gros délire, c'est que bon, ton convoi, s'il passe et qu'il se fait tirer dessus, on accélère, on s'arrête pas, et on soigne les blessés s'il y en a une fois qu'on est à l'abri. Il y avait la situation qu'on a le plus drillé, où c'est la situation où il y a un véhicule qui est détruit, ce qui interrompt le convoi, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec par exemple un véhicule qui explose en plein milieu du convoi. Et puis il faut imaginer qu'on est dans une espèce de grande rue de ville, en situation urbaine, donc on est forcément obligé de s'arrêter d'un côté, parce qu'on peut pas faire demi-tour sans manœuvrer, et puis il faut aussi aller récupérer les blessés ou les morts. Donc dans cet aspect-là, il y a toujours cette situation où en gros la partie qui dépasse le véhicule détruit continue à avancer le plus rapidement possible. La partie arrière fait demi-tour dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours évident en fonction de où est-ce que vous êtes immobilisé, et ainsi de suite. Et bon, ce qui était assez particulier, c'est qu'on a fait ça à Val d'Aon, donc qui est une zone extrêmement froide et enneigée, pour préparer une mission en plein cagnard. Donc bon, ça après, on fait avec ce qu'on a, hein. Et à un moment, on peut pas terraformer le pays, mais c'était un peu dissonant, on va dire, parce que forcément, tu te prépares à subir du grand froid, puis tu passes à l'extrême chaleur. C'était un contraste assez saisissant, bien que enfin, c'est pas très très grave, quoi. Et puis il y avait aussi beaucoup de missions de base, hein, comme voilà, on se promène dans la forêt, on se fait tirer dessus, et puis on riposte, on se replie, on fait un compte rendu et tout le tralala. Il y avait aussi euh, quel- quelques petites passes en combat urbain où on a pu exploiter les espèces de mini-villages en préfabriqués qui sont censés représenter des villes, qui ont permis surtout de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens dans mon unité qui se croyaient vraiment sur Call of Duty et qui couraient un petit peu partout comme des Mongols dès qu'il y avait deux coups de feu qui partaient. Ou notamment j'ai pu assister à des magnifiques crosses en plein découvert sur des open de routes ou de bâtiments assez intenses. Il y a aussi la formation à la sécurité urbaine, comme les CRS par exemple, où on avait alors sans les boucliers et tout le matériel, hein, puisque nous on n'est pas censé être doté de ça, mais on nous apprenait quand même à faire un cordon de sécurité et à essayer de tenir une ligne face à une population en colère. Sachant qu'avec les moyens extrêmement limités qu'on avait, hein, c'était souvent de la sommation et puis des coups de poing, de pied et de famas pour repousser les gens. Et puis alors ce qui était très drôle, c'est que du coup, comme on avait quand même pas mal de personnel féminin qui avait pas un très gros physique, qui était plutôt petite, ces missions-là se passaient en général très mal parce que c'est très compliqué de faire un mur franc et efficace à des hommes adultes qui sont dans la force de l'âge quand bah, ton collègue à côté de toi fait 1m55 et 45 kg. Et c'était pas rare que le gros souci c'était surtout d'essayer d'empêcher de se faire piquer les filles et l'entraînement de cette formation-là, c'était plus une espèce de balle aux prisonniers à essayer de garder les personnels féminins à l'abri, parce que forcément les mecs s'en prenaient aux plus faibles, donc les choper puis les soulever s'en aller avec, que de vraiment assurer l'imperméabilité du dispositif. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet qui reste à débat. Et je dis pas ça pour dire du mal des personnels féminins, mais il y a des réalités physiques auxquelles on ne peut pas échapper malheureusement. Et puis aussi il y avait tout l'aspect d'entraînement habituel, hein, comment utiliser une radio, comment faire un compte rendu. On avait fait un peu d'alat aussi, des fois qu'on nous envoie un drone à la gueule. La sécurisation de drone d'ailleurs c'était un sujet qui commençait un petit peu à apparaître à l'époque. On commençait déjà à se préparer à ce que l'ennemi utilise des drones le cas échéant pour nous atteindre ou pour nous surveiller. Surtout qu'on était aux abords d'un aéroport, donc ça rentrait un petit peu dans le cadre, on sait jamais. Donc voilà, un truc assez complet sur 15 jours qui était assez formateur. Puis du coup, on s'est retrouvé à voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Ah oui, j'allais oublier la partie IED. Alors ça, par contre, la partie IED, il n'y a pas de souci, c'est vraiment quelque chose qu'on a énormément train. Alors on fait pas du désamorçage, hein, mais comment on sécurise. Et puis surtout, la fameuse mission du GV de tête, donc grenadier voltigeur, hein, tout cela français est un grenadier voltigeur, qui consiste à aller éclairer le potentiel IED, dans lequel on insistait bien sur le fait que ben oui, le mec qui se retrouve en tête à ce moment-là, ben il est là pour déceler et le cas échéant se le prendre sur la gueule, et que vous n'avez pas à refuser l'ordre d'avancer, parce qu'il y a eu un souci comme ça où effectivement on nous a dit voilà, on pense que quelqu'un a déposé un IED ici, vous trois là vous partez, vous faites la reconnaissance. Et puis le caporal-chef qui était avec nous avait dit bah non je veux pas y aller, c'est pas, on n'a pas à s'approcher, il faut appeler le déminage. Sauf que effectivement
on va pas attendre 2 heures que le déminage passe, il faut qu'on reconnaisse. Donc il y avait eu une bonne engueulade quand même entre le chef d'équipe et son chef de groupe sur qui fait quoi. Sinon, que dire de plus dans cette partie que je fais un peu à l'arrache parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'était extrêmement intéressant. C'était peut-être pas assez long, je pense que 15 jours c'est un peu court pour prévoir tout ce qu'on avait à voir, hein. C'est la première fois que pour nous, dans notre régiment, enfin dans ma compagnie, pour l'ensemble d'entre nous qui avions parfois entre 2 et 3 ans de service, qu'on utilisait enfin la CIRAS. Donc bon, c'est un matériel, tu vas le voir pendant un cours de 2 heures une fois, tu vas la porter quelques heures, puis après tu dois repartir avec en OPEX, tu la connais pas très bien. Sur la CIRAS, il y a du fil que tu es censé pouvoir défaire facilement pour la retirer en une seule fois. Bon, pas tout le monde était sûr de pouvoir la remonter ou la démonter dans ce sens-là. Bref, c'était intéressant et complet, mais pas assez long et pas assez drillé à mon goût. C'est surtout ça qui m'a marqué. Et même si c'était quand même extrêmement précis et qu'on a eu des déroulés pour vérifier les connaissances de chacun, il y avait toujours cette petite impression de trop vite, trop vite. Mais cette impression-là, on l'a souvent parce qu'on on parle aussi du sujet d'aller à la guerre, donc forcément, il y a un moment où tu peux pas non plus t'entraîner pendant 2 ans avant de partir en OPEX. Mais d'un autre côté, tu t'attends à peut-être des choses qui dépassent de l'ordinaire et tu ne te sens forcément pas assez préparé. Donc on peut aussi débattre du fait que c'était assez ou trop. Mais clairement, après, on peut pas dire non plus qu'il y avait assez là. On peut pas dire que c'était assez répété, que c'était assez drillé. On a fait beaucoup de séances de tir avec les différents armements à notre disposition. Donc nous, dans le transmetteur, hein, c'était plus, alors quelques 12-7, beaucoup de FAMAS, enfin principalement nos FAMAS, pas de grenades. Enfin, on a fait du tir de grenade à main, mais on n'a jamais eu de grenade en OPEX. Pour notre part, ça nous était pas spécialement utile. Et bon, bah, du coup, tu te rends compte aussi que quand on est dans un régiment où on fait 2 modules Bravo par an, il y a des lacunes dans les comportements au tir. Il y a des gens qui sont pas à l'aise à manipuler l'armement à balles réelles pendant l'exercice, parce qu'on a pu faire un peu d'exercice à balles réelles, donc avec à même hauteur, les gens qui se dépassent et qui se doublent. Il y a des moments où t'es pas très serein parce que t'as des collègues qui tremblent la moitié des bras. Tu te dis bon ok, on va essayer de pas s'en prendre une dans le dos avant même d'être parti sur le territoire en question. Et ça posait encore une fois beaucoup de questions sur la préparation individuelle de chacun et le sérieux que chacun y mettait. Bon, au final, personne n'a connu l'épreuve du feu, du moins dans ma compagnie, là où on est allé. Donc on n'a jamais pu vérifier si l'entraînement était suffisant ou pas. Et donc ça reste encore une fois un débat qui ne peut pas se résoudre tant qu'il n'a pas été éprouvé, puisque bon, quand on connaît pas la résultante, on peut pas dire si effectivement c'était peu ou pas assez. Bref, donc je vais conclure là cette vidéo extrêmement rapide et faite complètement à l'arrache. Dès que j'ai récupéré les cours sur le convoi et compagnie, on va faire ça proprement avec des petits schémas et des petits plans. Donc je ferai une vidéo qui s'appellera 6.3 point B, celle-là s'appellera point A, et on conclura tranquillement, on prendra 10 minutes pour bien parler de ce qu'est le convoi, cette mission qui est importante des communes à tous les soldats. Et ben, ça nous permettra de fermer la partie OPEX. Sur ce, je vous rappelle que le Discord est toujours disponible pour ceux qui veulent venir discuter. Discord qui a été retravaillé, hein, j'ai mis des règles parce que ça commençait déjà à se transformer en une espèce de forum du 15-18 et ça me plaisait pas des masses. Et je rappelle que ce Discord, hein, c'est un hospice qui a un fonctionnement neutre et extrêmement discipliné, de calme et de respect. Donc on n'est pas là pour éponger les malheurs de vos existences ou vos besoins de confiance en vous. On est là pour discuter carrière et soucis potentiels et entre militaires d'actifs ou anciens militaires et réservistes, de parler de nos expériences et ainsi de suite. Donc de la retenue toujours s'il vous plaît. Le lien du Discord est dans la vidéo qui correspond. Sur ce, je vous dis, je vais essayer de reprendre mon souffle avant de me casser. Je vous dis à très bientôt, je fais au plus vite et à la prochaine. Bonne route à vous les gars.